Avez-vous déjà vu la lumière dans les yeux de votre homme s'éteindre? En un instant, à cause d'un seul de vos mots, d'une seule de vos victoires, d'une seule de vos décisions indépendantes. Il se replie sur lui-même en silence, érige un mur et vous restez seul avec cette question lancinante. Qu'ai-je fait de mal? Vous pensez que vous avez heurté son ego, mais la vérité est bien plus profonde et dangereuse. Sans même le savoir, vous avez touché au secret le plus honteux et le plus sacré de la psyché masculine, à ce que Carl Jung appelait l'anima, sa femme intérieure, son âme. Et pour comprendre pourquoi il se brise, nous devons descendre dans ce sanctuaire secret. Au cours de l'heure qui suit, nous n'allons pas simplement analyser cette dynamique douloureuse. Nous allons passer un contrat avec vous. Premièrement, vous comprendrez pourquoi votre force et votre authenticité sont perçues par lui comme une trahison. Deuxièmement, vous découvrirez quelle grande tâche sa fragilité impose à votre âme. Et troisièmement, vous verrez un chemin. Comment devenir le catalyseur de sa véritable force et de la vôtre. Si vous êtes prête à connaître la vérité que les hommes cachent même à eux-mêmes, notre plongée commence. Maintenant. Revenons dans cette pièce. Rappelez-vous l'air qui est soudainement devenu dense et froid. Le silence, plus assourdissant que n'importe quel cri, qui s'étend sur les murs, absorbant toute chaleur. Vous le regardez et vous ne voyez pas votre homme, mais un étranger, une coquille. Son regard est vide ou pire encore, plein d'un reproche silencieux, incompréhensible pour vous. Et vous commencez cet interrogatoire intérieur torturant, rejouant encore et encore les dernières minutes dans votre tête. Vous devenez une enquêtrice sur une scène de crime, où l'intimité vient d'être assassinée. Vous passez en revue chaque mot, chaque geste, cherchant ce point, cette microseconde où tout a basculé. Qu'est-ce que c'était? Une blague maladroite? Un ton trop assuré? La nouvelle de votre succès que vous avez partagé avec tant de joie, dans ce silence assourdissant qui s'étale dans la pièce comme de l'encre sur l'eau, vous restez seul avec une unique question qui bat à vos tempes comme un oiseau pris au piège. Ce sentiment, être le bourreau involontaire de celui qu'on aime, il ronge de l'intérieur. Il empoisonne votre confiance, vous fait douter de votre propre droit à une voix, à une opinion, à un succès. C'est un poison lent qui reste en vous longtemps après qu'il a recommencé à parler, vous forçant la fois suivante à être plus prudente, plus discrète, plus arrangeante. Et vous ne savez pas ce qui est le plus effrayant. Son silence ou cette partie de vous qui est prête à tout pour qu'il ne se répète plus jamais. Et avant que ce poison du doute n'ait le temps de vous empoisonner plus profondément, je veux que vous m'écoutiez maintenant. Vous n'êtes pas seul. Ce théâtre de l'absurde silencieux se joue derrière les portes closes de millions de foyers chaque nuit. Et il n'a pas d'auteur, seulement des acteurs fatigués, répétant des rôles qu'ils n'ont jamais choisis. Alors laissez-moi le dire avec toute la clarté dont je suis capable. Ce n'est pas votre échec personnel. Ce n'est pas le signe que vous êtes trop compliqué, trop bruyante ou pas assez féminine. Ce n'est pas la preuve que vous avez tort. Votre voix, votre force, votre vérité, ce n'est pas un crime. Ce que vous vivez est un symptôme. Pas la maladie, mais seulement sa manifestation visible. Le symptôme d'un drame profond et ancien qui se déroule entre le principe masculin et le principe féminin depuis que la conscience existe. Et vous, sans le savoir, vous vous êtes retrouvé sur le devant de la scène de ce conflit éternel, de ce mystère sacré. Votre douleur n'est pas le signe de votre erreur, mais le témoignage de votre participation à quelque chose d'incommensurablement plus grand que votre histoire personnelle. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en première ligne. Et c'est ici, dans cet espace où nous vous avons déchargé de la culpabilité, que je vous invite à accomplir un acte de courage intellectuel, à regarder ce drame sous un angle complètement paradoxal. Et si je vous disais que ce moment où il se brise n'est pas la preuve de sa faiblesse, mais la manifestation déformée, méconnaissable de sa plus grande force, la force de son lien avec quelque chose de profondément intérieur, avec un idéal qui nourrit toute sa vie. Et si son retrait, ce mur de glace, n'était pas une punition pour vous, mais une tentative désespérée et maladroite de protéger quelque chose de sacré en lui, quelque chose de si fragile qu'il craint inconsciemment que votre lumière, votre vérité, votre réalité ne le réduisent en cendres. Et enfin, et si toute cette douleur, cette tragédie récurrente, cachait en réalité non pas une condamnation pour votre relation, mais une clé,
La clé de sa renaissance à un niveau de profondeur complètement différent que vous ne soupçonniez même pas. Si c'est le cas, alors vous n'êtes pas la victime de sa faiblesse, mais le témoin involontaire du secret de sa force. Et notre tâche est d'apprendre à lire ce secret. Pour comprendre ce paradoxe, pour que la clé que nous avons effleurée s'insère vraiment dans la serrure, nous devons d'abord déblayer le chemin. Nous devons détruire les mythes qui, comme les murs épais d'une prison, nous empêchent de voir la vérité. Ces murs sont faits de clichés populaires, de demi-vérités et de nos propres peurs, et ils nous forcent à nous heurter sans cesse à l'incompréhension. Notre première tâche est donc d'opérer un changement de perception. Nous devons cesser de regarder la surface, son silence et sa froideur, et nous pencher sur l'architecture de son âme. Comprendre non pas ce qu'il fait, mais pourquoi son système intérieur réagit précisément de cette manière. Pour cela, nous aurons besoin du scalpel de l'analyse, et non du baume de la consolation. Commençons par déconstruire les idées fausses les plus répandues, qui empoisonnent votre compréhension et vous maintiennent captifs de ce cycle douloureux. Commençons par ce qui fait le plus obstacle. Et le premier mythe, le piège le plus courant pour l'esprit féminin, sonne ainsi. Il a juste un ego fragile. Nous utilisons ce mot, ego, comme une étiquette commode pour tout ce que nous ne comprenons pas dans la réaction masculine. Mais c'est une simplification colossale. L'ego, au sens jungien, c'est sa persona, son masque social, son armure qu'il porte pour le monde extérieur. Et oui, vous pouvez égratigner cette armure. Mais la blessure qui le fait se tordre en silence est bien plus profonde. Nous disons ego quand nous voulons en réalité parler d'une plaie béante dans l'âme même, que cet ego tente désespérément de couvrir. Accuser son ego, c'est comme reprocher à un soldat son bouclier cabossé, sans remarquer la flèche qu'il a dans le cœur. La deuxième idée fausse, encore plus insidieuse, il ne supporte pas les femmes fortes. C'est une demi-vérité dangereuse qui cache l'essentiel. Croyez-moi, à un niveau conscient, il admire votre force. Mais son inconscient n'est pas terrifié par votre force en tant que telle. Il a peur de ce que votre force fait à son image intérieure de la femme. Dans sa psyché, il y a un certain fichier, une certaine image de ce que la femme doit être pour qu'il se sente en sécurité. Et lorsque votre force réelle et multidimensionnelle ne rentre pas dans ce fichier étroit, son système interne génère une erreur. Il ne se brise pas à cause de votre force, mais à cause de la dissonance cognitive entre vous et son fantasme intérieur. Et enfin, la troisième, c'est de la manipulation pour que je me sente coupable. Parfois, dans les cas les plus toxiques, cela peut être vrai. Mais dans la grande majorité des cas, c'est un processus inconscient, presque un réflexe, sur lequel il n'a aucun contrôle conscient. C'est comme retirer sa main du feu. Il ne décide pas maintenant je vais me taire pour la punir. Sa psyché, sentant une menace pour quelque chose de sacré, coupe simplement tous les contacts extérieurs en urgence. Il n'est pas l'opérateur de cette manipulation, mais sa première victime. Toutes ces explications, c'est comme soigner une blessure profonde avec un pansement. Nous ne voyons que la surface en ignorant l'infection à l'intérieur. Pour comprendre ce qui se passe réellement, nous devons arracher ce pansement. Si toutes ces explications ne sont que des pansements, où se trouve donc la blessure? Pour la voir, nous aurons besoin d'une autre optique. Devenons un instant des architectes de l'âme. Imaginez qu'à l'intérieur de chaque homme, il y a un temple secret, un sanctuaire intime où il ne laisse entrer personne. Et à l'intérieur, une statue de déesse. Ce n'est pas juste de la pierre, c'est la source de son inspiration, de sa force vitale, de son lien avec les mystères de l'existence. Cette statue, c'est son anima, son âme sous une forme féminine. Elle donne à sa vie sa couleur, son sens et sa profondeur. Sans elle, son monde serait en noir et blanc et plat. Pendant des années, il a construit ce temple, l'a décoré, a prié cette déesse, souvent sans même s'en rendre compte. Et puis, il vous rencontre, et son âme murmure, « C'est elle, l'incarnation vivante de ma déesse. » Et alors il accomplit l'acte le plus dangereux et le plus sacré de sa vie. Il prend délicatement, presque inconsciemment, sa statue intérieure de son piédestal et met à sa place vous, une femme vivante. Désormais, vous êtes son sanctuaire. Votre sourire est la lumière dans le temple. Vos paroles sont ses prières. Il ne vous aime pas seulement, il puise en vous la vie même. Et c'est là que commence la tragédie. Au moment même où vous manifestez votre complexité humaine,
Montrez votre ombre, dites votre vérité, cette vérité qui ne coïncide pas avec l'image de la déesse idéale. Vous cessez d'être une statue parfaite. Sa rupture n'est pas simplement de la colère ou de la rancœur. C'est un tremblement de terre dans le temple. C'est le moment où il voit avec horreur que la femme vivante ne correspond pas à la statue. Et à cet instant, il lui semble que ce ne sont pas vos relations qui s'effondrent, mais les colonnes porteuses de son propre univers. Sa réaction, son silence, sa froideur, son repli sur soi est un symptôme. C'est la poussière qui retombe après l'effondrement. La véritable cause est l'acte de sacrilège qui, lui semble-t-il, s'est produit dans son âme. La profanation du sanctuaire. Il ne pleure pas la perte du contact avec vous, mais la perte du contact avec son âme, qu'il vous a si inconsciemment et si totalement confiée. Cette métaphore peut vous sembler belle, mais distante. Rendons-la vivante. Remplissons-la de votre réalité, de votre douleur, de votre vérité. Et maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose d'important. Pas pour moi, mais pour vous. Souvenez-vous de la dernière fois que c'est arrivé. Quand vous l'avez vu se briser. N'analysez pas. Retournez simplement dans ce sentiment, dans ce silence assourdissant. Et quand vous y êtes, demandez-vous, qu'avez-vous fait exactement à ce moment-là? Avez-vous exprimé une opinion qui allait à l'encontre de sa vision du monde? Avez-vous pris une décision importante sans le consulter, montrant que votre monde ne tournait pas autour de son axe? Avez-vous obtenu un succès professionnel dont il ne faisait peut-être que rêver, et votre joie est-elle devenue pour lui un reproche? Avez-vous fait preuve d'indépendance émotionnelle alors qu'il attendait inconsciemment de vous du réconfort ou du soutien? Ou peut-être avez-vous simplement manifesté ce trait de caractère, la fermeté, le pragmatisme, l'ambition, qui n'a pas sa place sur le piédestal de son temple intérieur? Et maintenant, la question principale. Regardez votre faute honnêtement. N'était-ce pas par essence un acte de votre authenticité, un acte de votre individualité, un acte de votre vérité? N'était-ce pas simplement un moment où, peut-être pour la première fois depuis longtemps, vous vous êtes choisi, vous, plutôt que son confort? Mettez cette vidéo en pause, parce que la prochaine étape de notre voyage, vous devez la faire en silence, seul avec votre propre vérité. Répondez-vous sans jugement, sans peur. Constatez simplement le fait. Nous continuerons quand vous serez prête. Si vous avez été honnête avec vous-même, vous avez probablement ressenti une pointe de reconnaissance, mêlée peut-être d'amertume et de soulagement. Amertume que votre authenticité devienne une source de douleur, et soulagement qu'une logique apparaisse enfin dans cette folie. Et je suis là pour vous dire, vous n'êtes pas en train de devenir folle. Ce que vous venez de découvrir, ce paradoxe où votre force provoque sa faiblesse, où votre vérité détruit son monde, n'est pas de votre faute. C'est un drame universel, une loi fondamentale de la gravité psychique qui a été découverte et décrite il y a plus de 100 ans. Il y a eu un homme qui a consacré sa vie à l'étude de tels paradoxes. Le grand psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Il n'était pas seulement un scientifique. Il était un cartographe de l'âme. Il fut le premier à oser descendre dans ces caves inondées de la psyché humaine avec une lanterne et une carte, donnant des noms aux ombres que tout le monde craignait. C'est lui qui a donné un nom à cette déesse intérieure dans le temple de l'âme masculine dont nous avons parlé. Il l'a appelée Anima. Et il a donné un nom précis, clinique, à ce processus qui pousse un homme à placer une femme vivante sur le piédestal de son âme. Un processus qui transforme l'amour en un champ de mine. Il l'a appelé projection. L'anima et sa projection. Ces deux concepts sont la clé pour résoudre tout le drame. Car c'est précisément dans ce mécanisme, dans la manière dont un homme transfère inconsciemment l'image de son âme sur vous, que se cache ce secret si honteux que nous allons révéler aujourd'hui. Le secret de sa dépendance, de sa fragilité et, comme nous le verrons plus tard, de son plus grand potentiel. Maintenant que nous avons débarrassé le terrain des idées fausses, nous sommes prêts à entrer au cœur de la théorie de Jung, au cœur du mystère. Donc, Jung nous a donné deux clés, l'anima et la projection. Utilisons-les pour enfin ouvrir la porte de cette pièce secrète de la psyché masculine. Qu'est-ce que l'anima? En termes simples, c'est le côté féminin inconscient d'un homme. Mais c'est trop simple, c'est presque insultant pour l'ampleur de cette idée. L'anima n'est pas seulement un ensemble de qualités féminines, comme l'émotivité ou la bienveillance. Imaginez l'anima comme un pont.
un pont qui relie son moi conscient, son ego, à l'océan infini, chaotique et créatif de l'inconscient. L'anima est sa muse intérieure, son guide dans le monde des rêves, de l'intuition et de la créativité. C'est la partie de sa psyché qui est responsable des relations, du sens de la vie, du lien avec la vie en tant que mystère, et non comme un ensemble de tâches. Sans un lien sain avec l'anima, un homme devient sec, rigide, aliéné de ses propres sentiments et de la profondeur de l'être. Le problème est que dans notre culture, on n'apprend pas aux garçons à construire ce pont vers l'intérieur. Au contraire, on leur apprend à être des rocs, à réprimer leurs sentiments, à valoriser la logique plus que l'intuition. Son lien avec sa propre âme, avec l'anima, s'atrophie, devient quelque chose de vague et d'effrayant. Mais le besoin de ce pont ne disparaît pas. Et alors, sa psyché fait la seule chose qu'elle puisse faire. Elle commence à chercher ce pont à l'extérieur. Il cherche dans le monde extérieur la femme dont l'image s'adaptera parfaitement à la place vide dans son âme, comme une clé dans une serrure. Et voilà qu'il trouve une femme, et, inconsciemment, il projette sur elle l'image de sa déesse intérieure. C'est cela, la projection. Il ne tombe pas tout à fait amoureux de vous. Il tombe amoureux de son âme, qu'il voit en vous. Il ne vous trompe pas consciemment. Pour lui, c'est la réalité la plus authentique. Il se sent enfin complet, vivant, connecté à la source. Vous devenez pour lui l'incarnation vivante de son propre monde intérieur perdu. Et c'est ici que nous arrivons à ce secret si honteux. Il a désespérément besoin de cette projection. Elle le stabilise. Elle lui donne un sens. Sans elle, il se sent perdu dans un monde gris et sans âme. Il dépend de vous non pas comme d'une partenaire, mais comme de la prêtresse de son temple intérieur. Vous êtes celle qui entretient en lui le feu sacré. Et il a une peur panique que vous partiez et emportiez ce feu avec vous, le laissant dans le froid et l'obscurité. Sa stabilité, son sentiment d'intégrité, tout cela est externalisé et investi en vous. Par conséquent, lorsque vous n'agissez pas comme une déesse devrait le faire, vous ne faites pas que le blesser. Vous menacez toute sa construction psychique. Pour que cette théorie complexe devienne limpide, laissez-moi vous raconter une histoire. Ce n'est pas l'histoire de personnes abstraites, mais d'une parcelle de l'âme de chacun d'entre nous. C'est l'histoire de James et Claire. James était architecte. Son monde était fait de lignes droites, de proportions calculées, de béton et de verre. Il avait du succès, il était intelligent, mais à l'intérieur de lui régnait un silence semblable au vide d'un immense bâtiment inhabité. Et puis Claire, une artiste, a fait irruption dans sa vie. Son monde était un tourbillon de couleurs, d'odeurs de térébenthine et d'émotions imprévisibles. Pour James, elle n'était pas juste une femme. Elle était un salut. Il ne voyait pas en elle Claire, mais l'incarnation de la beauté, du mystère et de la créativité, tout ce qui lui manquait si cruellement. Il adorait son imprévisibilité, son émotivité, son désordre créatif. Il disait « Tu me ramènes à la vie, tu apportes de la couleur à mon monde en noir et blanc. » Il est tombé amoureux de son chaos parce qu'il mettait de l'ordre dans son propre monde intérieur. Il pouvait passer des heures assis dans son atelier, sans rien faire, juste en respirant l'air qui lui semblait vivant. Mais quelques années ont passé. Claire était fatiguée d'être simplement une muse, existant pour l'inspiration d'un autre. Elle a décidé d'ouvrir sa propre galerie. Elle s'est plongée dans les plans d'affaires, les négociations avec les investisseurs, le marketing. Elle est devenue concentrée, pragmatique, parfois dure. Et James a commencé à changer. Il est devenu irritable et silencieux. Il a commencé à lui reprocher d'être devenue différente, d'avoir perdu sa magie, de s'être transformée en femme d'affaires. Le point culminant a été atteint le jour de l'ouverture de sa galerie. C'était un triomphe. Claire, rayonnante, confiante, entourée de gens, était incroyablement belle dans sa force. Le soir, elle est rentrée à la maison, débordante de bonheur, prête à le partager avec l'homme qu'elle aimait. Et il l'a accueillie avec un silence glacial. Il était assis dans la pénombre du salon, et dans ses yeux, il n'y avait pas de joie pour elle, mais une profonde et silencieuse affliction. Pourquoi? Parce que James n'était pas amoureux de Claire. Il était amoureux de sa projection sur elle. Dans son temple intérieur, la déesse Muse ne pouvait pas être une entrepreneure à succès. Sa statue de fée douce et chaotique n'a pas supporté le poids de ses ambitions réelles et s'est fissurée. Et au lieu de se réjouir pour la femme vivante,
Il pleurait son illusion brisée. Il pleurait la mort de son fantasme, sans remarquer qu'à côté de lui était née une véritable reine. Cette histoire est terminée. Et maintenant, parlons de la vôtre. Parce que, en remplaçant les noms et les professions, n'est-ce pas votre histoire? Claire, n'est-ce pas vous? Claire, c'est vous. Chaque fois que votre argument logique se révèle plus fort que le sien, chaque fois que votre ambition professionnelle vous fait travailler tard, au lieu de lui assurer une soirée calme et confortable, chaque fois que votre autosuffisance émotionnelle vous permet de gérer un problème seul, sans avoir besoin qu'il vous sauve, chaque fois que vous manifestez une qualité qui ne correspond pas à son image idéalisée et inconsciente. Imaginez cette statue dorée dans son âme. Elle est magnifique, mais elle est statique. Elle est prévisible. Elle est confortable. Votre réalité n'est pas un pinceau doux, mais le ciseau acéré d'un sculpteur. Votre complexité humaine, votre ombre, votre fatigue, votre colère, votre force, votre réalité, ce sont des coups de ciseaux qui égratignent et font tomber la dorure de sa statue intérieure, révélant en dessous la pierre froide et sans vie de son fantasme. Il est tombé amoureux de la dorure, et vous le forcez à voir la pierre. Et nous arrivons ici au cœur même de votre douleur. Il se brise non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, il se brise parce que la réalité envahit son monde fragile et inconscient de fantasmes. Sa douleur est absolument réelle, mais il se trompe sur sa source. Il pense que c'est vous qui lui faites du mal. Mais en réalité, la douleur est causée par l'effondrement de son illusion, et vous n'êtes que la porteuse de cette vérité dérangeante. Il se comporte comme un homme qui en veut à son miroir de lui montrer ses rides. Vous êtes ce miroir. Et plus vous êtes authentique, plus ce miroir est impitoyable. Et le plus cruel, le plus injuste dans ce drame, réside dans un fait simple et assassin. Votre plus grande valeur, votre authenticité, est perçue par lui comme la plus grande des trahisons. Cette même lumière que vous avez si longtemps cultivée en vous, cette même force que vous avez conquise sur le monde, cette même vérité pour laquelle vous avez payé avec des cicatrices, tout cela devient pour son inconscient une arme qui détruit son sanctuaire. Vous venez à lui avec la coupe de votre victoire, et il n'y voit que du poison pour son rêve. Et il pleure la mort d'un fantôme, sans remarquer que devant lui se tient une femme vivante et aimante. Prendre conscience de ce paradoxe est douloureux. C'est comme retirer un éclat de verre d'une plaie. D'abord une douleur aiguë, puis, la première, pure respiration de la guérison. Mais pour que cette libération devienne réelle, pour que la plaie commence à se refermer, il faut nommer ce qui vous a blessé. Il faut nommer le rôle dont vous êtes sorti, le masque qui est devenu trop étroit pour votre âme. Et maintenant, faisons un pas de plus en profondeur. Un pas qui exige une honnêteté absolue. Je veux que vous vous posiez une question, pas avec votre esprit, mais avec votre âme. Quel rôle, quelle fonction votre âme est-elle fatiguée de jouer pour lui? Le rôle de l'éternelle muse, qui doit être imprévisible et éphémère, mais jamais pragmatique et fatigué. Le rôle de la mère attentionnée, dont la tâche est de toujours comprendre, consoler et guérir ses blessures, mais de ne jamais montrer les siennes. Le rôle de l'arrière-plan discret et confortable pour ses accomplissements, dont la principale vertu est de ne pas lui faire de l'ombre avec sa propre lumière. Le rôle du miroir parfait, qui ne doit refléter que sa grandeur, mais jamais ses défauts ou sa propre réalité, distincte de lui. Et une deuxième question, encore plus importante. Quelle partie de votre véritable personnalité tente désespérément de voir le jour, même si cela menace de détruire son temple? Quelle femme d'affaires en vous est fatiguée de prétendre être une artiste? Quelle reine en vous est fatiguée de jouer le rôle de la servante? Quel scientifique, quel stratège, quel leader se débat pour sortir de sous le masque de la compagne douce et docile? Ce sont des questions très importantes, et je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires, mais pas pour vous plaindre ou accuser, mais pour témoigner de la vérité de votre âme. Ce n'est pas une plainte, c'est un acte d'exorcisme. Chassez de votre âme l'image qui ne vous appartient pas. Écrivez dans les commentaires non pas ce qu'il voit en vous, mais ce que vous êtes fatigué d'être pour lui. Créons sous cette vidéo un espace où ces histoires peuvent être racontées et entendues sans jugement. Un sanctuaire numérique où la vérité de chaque femme aura de l'importance. Lisez les histoires des autres. Vous verrez que non seulement vous n'êtes pas seul, vous faites partie d'une immense sororité silencieuse.
Vous verrez une tapisserie de milliers d'histoires semblables à la vôtre. Votre voix est nécessaire, et peut-être qu'en lisant l'histoire de quelqu'un d'autre, vous aiderez cette personne à trouver les mots pour la sienne. Ce que vous partagez dans les commentaires, ce ne sont pas seulement des histoires, ce sont des témoignages. Des témoignages de la façon dont l'âme essaie de s'échapper d'une vieille forme étriquée. Et cela nous amène à la question la plus importante, la plus transformatrice. Non pas pourquoi cela se produit, mais dans quel but? Jusqu'à présent, vous avez probablement vu sa rupture comme un problème à résoudre, comme votre faute à racheter, comme une erreur fâcheuse dans le code de votre relation qu'il faut corriger pour que le programme fonctionne à nouveau sans heurts. Vous cherchiez les bons mots, le bon comportement, essayant de devenir celle qui n'appuierait pas sur ce bouton rouge. Je vous propose de voir cela différemment, radicalement différemment. Cette crise n'est pas un problème, c'est une invitation. C'est un appel de l'âme, la sienne et la vôtre, à la croissance. C'est le signal que l'ancien contrat, basé sur l'illusion, ne fonctionne plus. L'âme exige plus. Elle exige la vérité, même si cette vérité brûle. Dans l'ancienne science de l'alchimie, que Jung considérait comme une métaphore du processus d'individuation, il y a une étape clé, solutio, la dissolution. Pour créer quelque chose de nouveau et de durable, l'or alchimique d'une connexion authentique, les anciennes structures, fausses et rigides, le plomb des projections doivent être complètement dissoutes dans l'acide. Votre relation est entrée dans le feu sacré de la transformation, et la fumée que vous voyez n'est pas la fumée d'un incendie, mais la fumée dans laquelle se consume tout ce qui n'est pas authentique. Ces projections, vos masques, vos attentes mutuelles inconscientes. Chaque fois qu'ils se brisent sous la pression de votre authenticité, c'est le processus alchimique en action. C'est la dissolution douloureuse de l'illusion pour qu'à sa place puisse naître un lien authentique entre deux personnes réelles et distinctes. Vous n'êtes pas une destructrice, vous êtes un agent alchimique, un catalyseur, apportant l'acide de la vérité dans le creuset où fond le plomb de ses fantasmes. Et c'est là votre grand rôle, bien que douloureux, dans ce drame sacré. Vous ne le brisez pas, vous l'aidez à renaître. Mais comment cette alchimie se produit-elle en pratique? Elle commence par la décision la plus difficile qu'une femme puisse prendre dans une relation. La décision de déplacer le focus de sa réaction à lui vers sa propre intégrité. Et c'est ici que nous arrivons au plus difficile. Parce que toute votre sagesse féminine instinctive, cultivée depuis des siècles, vous crie « Console-le, répare, fais que tout redevienne comme avant. Sois plus douce, plus discrète, plus arrangeante. » Et ce chemin semble si juste, mais c'est un piège. Votre tâche n'est pas d'apprendre à marcher sur la pointe des pieds autour de son temple intérieur, craignant de déranger la fragile statue. Votre tâche n'est pas d'amputer des parties de votre personnalité, juste pour que son illusion reste intacte. C'est le chemin vers la mort lente de votre âme. C'est une trahison de vous-même au nom de la préservation de son fantasme. Le véritable chemin exige un courage immense, presque surhumain. Il consiste à laisser son illusion se briser. Il consiste à continuer d'être vous-même, forte, intelligente, ambitieuse, authentique, et à laisser son temple intérieur être secoué jusqu'à ses fondations. Votre nouvelle tâche est de supporter sa douleur, sa froideur, ses reproches silencieux, sans les prendre personnellement. C'est le plus difficile. Au moment de son retrait, apprendre à se dire « Ce que je vois, c'est son deuil. Il ne fait pas son deuil de moi, mais de son fantasme que je viens de détruire avec ma vérité. Sa douleur est réelle, mais je n'en suis pas la cause. Je ne suis que le catalyseur. C'est son travail, et seulement le sien, de ramasser les morceaux de son âme et d'apprendre à voir la femme réelle en face de lui. C'est son chemin, cesser de chercher son âme à l'extérieur et enfin commencer à construire ce pont vers l'intérieur de lui-même. En langage jungien, cela s'appelle l'intégration de l'anima. C'est la plus grande tâche de la vie d'un homme. Et votre tâche n'est pas d'être la gardienne de ses illusions, mais la sage-femme de sa réalité, aussi douloureuse soit-elle à la naissance. Vous devez rester ce roc de vérité contre lequel ses projections se briseront, pour qu'il puisse enfin voir l'océan de sa propre âme. Dire « je supporterai sa douleur » est facile. Mais comment le faire quand votre cœur se brise et que tous vos instincts crient la nécessité de sauver et de réparer? Pour cela, il faut des piliers intérieurs. Il faut de la pratique.
Laissez-moi vous donner 2 outils pour les construire. Ce ne sont pas des astuces, mais des exercices spirituels qui exigent de la discipline. Le premier, la pratique de la frontière sacrée. C'est ce que vous faites au moment le plus aigu, quand l'air dans la pièce devient froid. Au lieu de vous agiter et de vous excuser, d'essayer de réparer son humeur, vous vous immobilisez intérieurement. Vous prenez une profonde inspiration et mentalement, et avec le temps, peut-être à voix haute, calmement et doucement, vous prononcez la formule « Je vois ta douleur, je respecte tes sentiments, mais je n'en suis pas la cause. Je suis là en tant que femme réelle, quand tu seras prêt à parler avec une femme réelle. » Pourquoi ça marche? Parce que vous faites 3 choses très importantes. Premièrement, vous reconnaissez ces sentiments, sans les dévaloriser. Deuxièmement, vous vous déchargez de la responsabilité pour eux, brisant le cycle toxique de la culpabilité. Et troisièmement, vous laissez la porte ouverte au contact, mais seulement un contact entre 2 adultes, et non un contact mère-enfant vexé. Cette phrase n'est pas un mur que vous construisez entre vous, mais un pont que vous jetez vers sa partie adulte en contournant son enfant intérieur blessé. Ce n'est pas de l'agression, c'est une clarté et un amour extrême. Le deuxième, le journal d'authenticité. C'est votre pratique quotidienne pour renforcer votre colonne vertébrale intérieure. Chaque soir avant de dormir, notez dans un journal un moment de la journée où vous avez agi en accord avec votre vérité, surtout si cela a provoqué une tension ou une désapprobation. Pas besoin de quelque chose d'héroïque. J'ai exprimé mon opinion en réunion, même si j'avais peur. J'ai refusé une invitation parce que je me sentais fatigué, et non parce que ça aurait arrangé les autres. J'ai dit honnêtement à mon partenaire que sa blague m'avait blessé. Pourquoi ça marche? Parce que l'ouragan de ses projections est puissant. Il peut vous emporter, vous faire douter de vous-même. Ce journal est votre encre. En le relisant, vous créez jour après jour une preuve matérielle de l'existence de votre vrai moi. Vous entraînez votre muscle de l'authenticité. Cela renforce votre propre noyau, de sorte que lorsque son tremblement de terre intérieur commencera, vous pourrez rester debout, ferme, sans céder à la tentation de redevenir une statue confortable dans son temple. Vous construisez votre propre temple à l'intérieur de vous. Ces pratiques ne sont pas de simples techniques. Ce sont des rituels de retour à soi. Et quand vous commencerez à les appliquer, en renforçant jour après jour votre axe intérieur, vous comprendrez une vérité simple mais libératrice sur votre force. Votre force, votre indépendance, votre vérité, ce n'est pas une arme qui le blesse. C'est un remède. Un remède qui peut le guérir de la plus profonde des dépendances, la dépendance aux illusions. De l'habitude de chercher son âme chez quelqu'un d'autre au lieu de la trouver en soi. C'est un remède amer, oui. Il a un goût affreux. Ses effets secondaires sont le froid, le silence, la distance. Mais c'est le seul qui mène à une véritable guérison. Tout autre traitement, votre douceur, votre adaptation, votre volonté d'être arrangeante, n'est qu'un analgésique qui prolonge la maladie et rend la dépendance encore plus forte. Votre authenticité est la seule chirurgie capable d'enlever la tumeur de ces projections. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'opérer un changement intérieur. Cessez de vous voir comme une destructrice. Vous n'êtes pas le tremblement de terre qui détruit son temple. Vous êtes la lumière qui pénètre à travers les fissures des murs et montre que la statue qu'il vénérait était faite de plâtre. Commencez à vous voir comme celle qui apporte la lumière de la vérité dans le temple sombre des fantasmes. Celle qui, par son existence, défie ses illusions et ainsi peut-être contre sa volonté, le pousse vers sa propre lumière. C'est le rôle d'une véritable anima vivante et non d'une statue muette. L'anima vivante n'est pas une consolatrice, c'est un guide. Et un guide ne mène pas toujours par des sentiers faciles et agréables. Parfois, il mène à travers les ténèbres, car il sait que c'est le seul moyen d'atteindre la véritable aube. Vous êtes son guide du monde des ombres vers le monde de la réalité. Et ce n'est pas une malédiction, mais une mission sacrée et difficile. Nous avons parcouru un long chemin en cette heure, de la douleur de l'incompréhension à la clarté, du chaos des doutes à l'architecture structurée de la compréhension. Rassemblons maintenant tous les fils d'or de notre voyage en un seul motif, en une seule vérité, cristalline. Alors, quel est le principal secret honteux de la psyché masculine? Le secret qui le fait se briser quand vous devenez simplement vous-même
ce n'est pas qu'il est faible. Non, sa force est immense. Mais cette force dépend souvent inconsciemment de la femme comme porteuse extérieure de son âme. Il projette sur vous son anima, sa déesse intérieure et son propre sens de la vie, son lien avec l'existence. Tout cela se retrouve entre vos mains. Il ne se brise pas quand une femme fait quelque chose de mal. Il se brise quand une femme cesse d'être une projection et devient elle-même. Quand elle refuse d'être une statue parfaite et choisit d'être une personne vivante, respirante, complexe. Quand elle choisit sa vérité, sa force, son authenticité. Et le plus grand acte d'amour que vous puissiez accomplir n'est pas de vous adapter à ses illusions. C'est d'avoir le courage d'être vous-même. C'est par votre authenticité que vous l'invitez à renoncer à la projection. C'est par votre réalité que vous lui montrez où chercher son âme, à l'intérieur de lui, et non en vous. Ce n'est pas un acte de trahison, c'est un acte de libération. Pour lui et pour vous. Cette prise de conscience n'est pas une simple connaissance, c'est une clé. La clé d'une porte derrière laquelle attendent des relations complètement différentes. Imaginez une relation construite non pas sur une projection fragile, mais sur les fondations de granit de deux âmes complètes. Une relation où votre force n'est pas une menace, mais une inspiration. Où son silence est remplacé par le dialogue. Un dialogue sur ce qui se passe dans son âme, et pas seulement dans sa journée. Où votre authenticité n'est pas une cause de crise, mais une source de fierté commune. Imaginez un monde où vous ne vous regardez pas l'un l'autre dans une recherche désespérée de salut, mais où vous regardez ensemble dans la même direction, vers votre chemin commun, votre sens commun. Où vous n'êtes pas les porteurs de l'âme de l'autre, mais deux guides marchant côte à côte, chacun avec sa propre lanterne, éclairant le chemin de l'autre dans l'obscurité. Ce chemin n'est pas plus facile. Il exige une conscience de chaque instant. Il exige le courage de voir en l'autre non pas des idéaux, mais des personnes vivantes, imparfaites, avec leurs ombres et leurs lumières. Il exige de lui qu'il trouve son anima à l'intérieur et de vous, que vous restiez fidèle à vous-même, même quand c'est difficile. Mais c'est le seul chemin vers un amour qui respire, vers une intimité qui n'a pas peur de la vérité. C'est le seul chemin vers un amour qui libère, au lieu d'asservir. Avant de terminer, je veux vous dire quelque chose personnellement. Je veux vous remercier du fond du cœur d'avoir suivi ce chemin jusqu'au bout. Ce n'était pas juste le visionnage d'une vidéo, c'était un acte de travail intérieur. Cela demande du courage, de regarder des choses si profondes et parfois douloureuses sans se détourner. Et sachez-le, à partir de maintenant, vous n'êtes plus seul dans votre quête. Le simple fait que vous soyez arrivé jusqu'à ces mots fait de vous une partie d'une communauté invisible, mais puissante. Vous faites partie d'une communauté de personnes qui choisissent la conscience plutôt que les illusions, la vérité plutôt que le confort. Des personnes qui sont prêtes à regarder leurs ombres en face pour trouver leur lumière. Quiconque cherche la profondeur dans ce monde superficiel est votre allié, et j'apprécie immensément l'opportunité de faire partie de ce voyage avec vous. Merci pour votre confiance. Si ce voyage a eu de la valeur pour vous, si vous avez ressenti un écho dans votre âme, alors je vous invite à continuer ce chemin ensemble. Abonnez-vous à cette chaîne. Mais sachez que ce n'est pas juste un clic sur un bouton, c'est votre déclaration d'intention. Votre oui à votre propre croissance. Votre engagement à ne pas vous arrêter à la surface, mais à continuer de descendre dans les profondeurs, là où se cachent les vrais trésors. Chaque like, chaque commentaire réfléchi que vous partagez, ce ne sont pas que des chiffres. C'est un signal que cette profondeur est importante et nécessaire. Par cela, vous aidez cette lumière à percer le bruit du contenu superficiel, créant une demande pour l'authenticité. Vous devenez partie d'un mouvement qui rend au monde son âme. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer notre prochaine plongée. Et en attendant, et souvenez-vous, votre tâche n'est pas d'être parfaite pour lui, mais d'être fidèle à vous-même.